À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens poursuit ses travaux. Nous recevons donc comme prochain intervenant M. Pierre Fortin du département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue, M. Fortin. Vous allez disposer Oui, d'une période de 10 minutes pour vous présenter ainsi que votre présentation. Par la suite, nous allons commencer les échanges avec les parlementaires. Alors, le temps commence maintenant pour vous. Allez-y. merci de m'accueillir. Je suis Pierre Fortin. Je suis mathématicien, macroéconomiste et formé en partie en démographie. L'immigration est une question qui me tient bien à cœur, non seulement comme chercheur, mais aussi comme père de famille. Mes 15 enfants, beaux-enfants et petits-enfants sont tous issus de l'immigration, sauf un, mais il est fin lui aussi. Euh, Les deux petits sur l'image que vous pouvez voir présentement sont deux de mes petits-enfants, Johan et Loïc. Alors, on passe à la première image. Comme l'image le montre, le régime migratoire auquel le Canada a été soumis depuis 2016, ça a fait sauter le presto. Le taux annuel d'immigration au Canada et au Québec a soudainement presque quadruplé par rapport au rythme stable, paisible et ordonné des 2 décennies antérieures. La composition de l'immigration s'est également détériorée afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre à court terme des employeurs. On a laissé entrer à peu près n'importe qui plutôt que de conserver la vieille grille de points traditionnelle qui prédisait bien à l'époque le potentiel de développement à long terme des candidats à l'immigration. Le mémoire que j'ai préparé pour le ministère explique en détail comment et pourquoi cette politique d'immigration a été une catastrophe économique et sociale. Ses premières victimes sont les immigrants eux-mêmes. Elle a de plus craqué les Canadiens contre l'immigration. Mes conclusions vont être étayées non pas sur des opinions tirées de TikTok, mais par les résultats unanimes des travaux des chercheurs économistes canadiens. Nos résultats démontrent que le ministre fédéral de l'Immigration, M. Miller, a eu raison l'an dernier d'annoncer qu'il allait modérer le rythme d'entrée à l'immigration et que la ministre québécoise, Mme Fréchette, et son successeur, M. Roberge, ont eu raison de l'appuyer. Ce que les ministres ont voulu, ce n'est pas un repli sur soi, mais la correction de la boursouflure que la politique de 2016 à 2024 a imprimée à l'immigration et à la population du Canada et qui s'est avérée désastreuse, comme nos concitoyens l'ont bien compris. Alors, on passe au tableau. Le virage projeté de la nouvelle politique fédérale comprend 2 volets. Le premier consiste à abaisser le rythme de l'immigration permanente en haut du tableau au Canada à 365 000 en 2027. Mais même ainsi réduit, un tel seuil appliqué au Québec au prorata de sa population, 22 ferait bondir sa cible actuelle de 60 Ça passerait de 50 000 à 80 000 admissions. Le ministère québécois a entièrement raison de juger que cela exercerait pour l'instant une pression beaucoup trop forte sur la capacité actuelle d'accueil et d'intégration du Québec. Et donc, comme point de départ pratique sur le terrain, je favoriserais le maintien pour un temps de la cible actuelle de 50 000 nouveaux immigrants permanents par année. Ce taux correspond exactement au rythme moyen que le Québec a observé en proportion de sa population depuis 30 ans. Il pourrait ensuite être modifié à la lumière de l'expérience acquise dans les années futures. Le second volet de la nouvelle politique fédérale concerne l'immigration temporaire, la partie du bas du tableau, parce que c'est elle, l'immigration temporaire, qui a surtout alimenté l'explosion migratoire de 2016-24. Le plan fédéral vise à réduire le nombre accumulé d'immigrants temporaires résidents au Canada à 5 de la population totale du pays. Il la ferait diminuer de 30 en 3 ans, du début 2025 au début 2028. Appliquée telle quelle au Québec, cette baisse de 30 ferait diminuer le nombre d'immigrants temporaires en résidence du sommet de 565 000
enregistrés au début de 2025 à 396 000 au début de 2028. Donc, c'est 396 et non 376 qui doit être inscrit sur le tableau. De son côté, avec les moyens limités dont il dispose, le MIFI projette une réduction du nombre accumulé d'immigrants temporaires à 375 000 en 5 ans, du début 2025 au début 2030. Pour y arriver, elle compte en partie surfer sur les mesures de réduction fédérale et en partie obtenir des arrangements supplémentaires avec Ottawa pour les programmes qui échappent à son contrôle. Je suis d'avis, pour ma part, que les réductions à 396 000 ou 375 000 du nombre d'immigrants temporaires proposées par Ottawa et Québec seraient insuffisantes pour réparer les graves perturbations économiques et sociales causées par la politique de 2016-2024. Je privilégie une cible qui vise à reproduire la situation d'avant 2016 pour les permis de travail et d'études, tout en accordant une importance spéciale, accrue, au rôle humanitaire que doit jouer l'immigration. Je propose ainsi de faire diminuer le nombre accumulé d'immigrants temporaires à 243 000 en 4 ans, ou en 6 ans, on pourrait aller plus loin si on veut. Au début de 2029, seul un retour résolu à ce qu'on pourrait appeler la normalité paisible des 20 années 95 à 2015 aurait raison à terme de notre malheur. On a un gros problème et un gros problème commande une grosse solution. On ne guérit pas une fracture en la beurrant de bacitracine. Le gouvernement du Québec devra en arriver évidemment à des compromis avec ses principaux partenaires. Premièrement, le fait que le Québec ne puisse contrôler que le tiers environ des admissions à l'immigration temporaire est une incohérence administrative et politique qui doit être corrigée par une juste interprétation de l'accord Canada-Québec de 1991 sur l'immigration. Deuxièmement, un compromis avec les milieux d'affaires est essentiel. Leur féroce opposition aux mesures de modération proposées par Ottawa et Québec pose 3 problèmes. Impact nul sur la pénurie de main-d'œuvre, addiction au cheap labor et importante subvention d'accompagnement de l'État. L'approche du bar ouvert ne doit plus continuer. Il faut rétablir partout la vieille grille de points uniformes d'autrefois et faire un choix de priorité selon le type de métier, le secteur industriel et la région. Troisièmement, un compromis est enfin nécessaire avec les milieux d'éducation. Ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, eux aussi, et faire leur part. C'est au budget provincial de faire un effort pour corriger leur insécurité financière. Finalement, il y a quelques règles d'action à être observées. Premièrement, je prends ma dernière minute pour ça, combattre fermement l'illégalité. Deuxièmement, appliquer rigoureusement une grille de points universelle, à la fois pour les candidats à la permanence et pour les postulants temporaires. Troisièmement, pour les résidents non permanents, chaque année, les entrées ne doivent pas excéder les sorties. Et quatrièmement, respecter les promesses déjà faites aux temporaires de passer à la permanence, à ceux qui sont déjà dans le système, mais s'assurer que dans l'avenir, les admissions à la permanence ne seront plus engorgées par les transitions de temporaire à permanent. On pourrait peut-être même envisager de fermer cette voie de passage facile pour de bon et renvoyer simplement les temporaires qui veulent rester chez nous, postuler à l'immigration permanente sur le même pied que tous les candidats en provenance de l'extérieur dans un beau programme, par exemple, comme Arima. Merci de votre attention. Professeur Fortin, merci beaucoup pour cette présentation. On va donc commencer la période d'échange avec les parlementaires et je me tourne du côté du ministre. Monsieur le ministre, vous avez 10 minutes. Bonjour, Monsieur le ministre. Je ne dirais pas content de vous voir, mais content de vous entendre.
Merci pour la clarté de vos propos. J'ai quelques questions suite à vos interventions, puis à ce que j'ai trouvé dans votre mémoire. Vous alléguez, vous précisez dans votre mémoire, puis je l'ai lu ailleurs à d'autres moments, que l'arrivée, la venue massive d'immigrants temporaires ou de travailleurs temporaires n'a pas allégé la pénurie de main-d'œuvre, ou a même laissé inchangé ou a pu aggraver. Comment pouvez-vous expliquer que l'arrivée d'immigrants temporaires, de travailleurs temporaires, puisse augmenter la pénurie de main-d'œuvre? Premièrement, il faut savoir qu'avec plus d'immigrants qui arrivent et plus de profit pour les entreprises qui les embauchent, bien, ça fait de l'argent de plus dans l'économie. Et une fois qu'il est redépensé, bien, ça ajoute à la pénurie de main-d'œuvre et par conséquent, ça compense pour la baisse initiale de pénurie de main-d'œuvre qui a été provoquée. Donc, au mieux, c'est nul comme impact général. Pourquoi ça peut faire augmenter la pénurie de main-d'œuvre? C'est parce que ça devient plus difficile avec une main-d'œuvre qui est beaucoup plus diversifiée, d'être capable de bien matcher, de bien pairer les emplois disponibles avec les travailleurs qui veulent les occuper. Donc, il y a une plus grande difficulté du matching entre emplois disponibles et travailleurs disponibles après l'arrivée d'un grand nombre d'immigrants. Merci beaucoup. Plusieurs gens du milieu des affaires, ou en tout cas leur groupe de pression, nous disent que l'arrivée de ces personnes-là, massive, augmente le PIB, donc enrichit le Québec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'augmentation du PIB devrait être notre objectif ou est-ce que ce ne serait pas plutôt le PIB par habitant? Comment séparer l'accroissement du PIB et l'enrichissement réel des Québécois? La confusion est absolument totale dans les médias sur ce que veut dire croissance économique. Grossir le PIB, ça veut dire grossir la taille de l'économie. Mais grossir le PIB, ça ne veut pas dire enrichir la population. Grossir, ce n'est pas la même chose qu'enrichir. Vous pouvez avoir un gros PIB, par exemple, comme l'Italie ou l'Espagne, peut être beaucoup moins riche que des pays beaucoup plus petits comme le Danemark ou la Hollande, par exemple. Okay? Donc, il y a confusion entre grossir puis s'enrichir. Vous faites allusion à la différence entre PIB, qui est la taille, le PIB total, qui est la taille de l'économie, et PIB par habitant, qui est le niveau de vie moyen. Ce que mes collègues à travers le Canada et moi-même, on a démontré, c'est que la boursouflure migratoire qu'on a connue depuis une dizaine d'années a fait évidemment grossir le PIB, mais a fait diminuer le PIB par habitant. Ça a baissé le niveau de vie, ça a baissé la productivité et les salaires moyens dans l'économie canadienne. Puis en passant, ce n'est pas seulement le Québec, là, ici, là, c'est l'ensemble du Canada qui est visé. Donc, il y a un écart important entre ce que vous nous expliquez et ce que disent plusieurs regroupements ou associations là, patronaux, les groupes de pression, les lobbies. Est-ce qu'il faut considérer aussi, je vous dirais, l'offre et la demande, là, si on veut parler en termes macroéconomiques, pour les logements? C'est-à-dire que si on augmente le PIB du Québec, bon, fort bien, mais que les salaires ne sont peut-être pas suffisamment à la hausse, mais que les loyers, eux, sont à la hausse, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité carrément d'appauvrir les Québécois parce qu'une part plus importante de leurs revenus servent au logement? C'est certain que ça fait partie du problème. Les chercheurs de la Banque du Canada et de Statistique Canada, par exemple Lou et Hu, sont de très bons chercheurs de Statistique Canada, ont démontré que plus l'immigration est rapide, plus le prix des loyers au Canada, des maisons, augmente rapidement dans les grandes villes du Canada. Donc, ce n'est pas
une affirmation en l'air, c'est vraiment confirmé par la recherche qui a été faite là-dessus. Et c'est pas seulement les logements qui sont impliqués, le coût du logement puis l'accessibilité, mais c'est aussi les services publics. Par exemple, si j'ai calculé, comme j'ai mentionné tantôt, je fais une formation parallèle en démographie, plus quand on est passé du système d'avant 2016 d'immigration à la politique de 2016-2024, ça a fait augmenter au prime sec, c'est-à-dire le primaire secondaire, comme on l'appelle familièrement, ça a augmenté la clientèle du prime sec que vous connaissez vous-même particulièrement, vous avez enseigné à ce niveau-là, de 150 000 élèves dans le système québécois pour un coût qui dépasse 2 milliards à 2 milliards et demi pour M. Girard et évidemment pour le ministre de l'Éducation. Donc, seulement en éducation, le système qu'on a adopté de 2016-2024 a fait augmenter en 2004-25 de 150 000 l'effectif scolaire au Québec et donc avec un coût supplémentaire de 2 milliards et plus pour le gouvernement du Québec. Merci pour cette démonstration-là. Je vais parler de logement, vous me parlez aussi d'éducation. Donc, on voit qu'il y a un équilibre là, entre l'arrivée massive de plusieurs personnes, la disponibilité de services publics comme l'éducation, la disponibilité de logement. Vous nous parlez d'un terme, là, normalité paisible. Donc, avant 2016, vous parlez à la page 6 de l'année 2015, une année comme représentative de cette période où il y avait un peu moins de 50 000 immigrants permanents. Certains vont dire, 50 000, c'est beaucoup. C'est au-delà de la fourchette proposée par le gouvernement là, entre 25 et 45 000. Mais il faut voir qu'à ce moment-là, il y avait une arrivée de 3 600 temporaires sur le territoire québécois. Alors que là, cette année, on s'enligne juste pour les demandeurs d'asile, au-delà de 40 000 demandeurs d'asile. Je ne vous parle pas des PMI et de tout ce monde-là. Donc, quand on veut revenir, si je vous suis, à une normalité paisible de 2015, il faut aussi considérer non pas seulement l'immigration permanente, mais aussi l'écosystème complet et donc les temporaires. Est-ce que je vous suis bien? Oui, absolument. Absolument. J'ai fait ma comparaison pour arriver à ma baisse qui est plus importante que celle qui apparaît dans le cahier de consultation du ministère, à 250 000 plutôt que le cahier du ministère parle de 375 000. En reproduisant l'immigration permanente et temporaire de 2015, mais en laissant augmenter, comme ça a été le cas dans les 10 dernières années, les demandes d'asile. Parce qu'il y a une dizaine d'années, les demandes d'asile étaient à un niveau très faible au Canada et au Québec. Et donc, j'ai dit, acceptons cette demande supplémentaire-là, mais évidemment, répartissons-la plus également entre les provinces au prorata de leur population. Et voilà, c'est ça qui m'a donné le résultat. Mais la normalité paisible, cette situation normale était normale avant 2015 et on le voit parce que l'immigration ne faisait jamais les manchettes. Tout le monde était content avec le système d'immigration canadien. Au niveau international, le Canada avait une des plus grandes réputations comme pays d'accueil. Tout allait très bien et tout à coup, on a des apprentis sorciers qui sont arrivés, qui nous ont lancé une explosion migratoire qui a créé tout ce chaos-là qu'on a connu depuis 10 ans avec les conséquences désastreuses, non seulement économiques, mais aussi les conséquences désastreuses sur le plan social. Le fait qu'on ait pratiquement aujourd'hui 2/3 de la population canadienne qui est rendue trouver qu'il y a trop d'immigrants, c'est épouvantable. Je veux dire, ça nous rapproche des sentiments anti-immigration des États-Unis puis de l'Europe. Il
il faut renverser la situation et ça prend un gros coup pour rétablir la normalité. Professeur Fortin, je dois vous arrêter. Le temps imparti au gouvernement est terminé. Par contre, nous allons poursuivre avec l'opposition officielle et le député d'Acadie pour 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Professeur Fortin. Merci pour votre mémoire. Merci également pour les renseignements que vous partagez avec nous aujourd'hui, compte tenu, bien sûr, de votre expertise très grande et votre expérience. J'ai quelques questions pour vous. Dans le mémoire que vous avez déposé, 25 juillet 2025, vous soulignez à la page 8 de votre document, le gouvernement du Québec, et je vous cite, doit se donner 4 règles d'intervention pour mener à bien son opération de réduction de l'immigration temporaire. La première est de respecter les promesses déjà faites aux immigrants temporaires qui sont détenteurs d'un permis pour des raisons non seulement juridiques, mais surtout morales. Il doit éviter de changer les règles du jeu en cours de route pour que des personnes et des familles qui sont venues au Canada de bonne foi à l'invitation des autorités d'ici. Moi, quand je vous ai lu, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, ça fait plus d'1 an que je dis qu'il faut une planification en immigration, mais quand je regarde les actes du gouvernement actuel, j'ai l'impression qu'ils font exactement l'inverse de ce que vous dites qu'ils devraient faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'ils font le contraire? Ce qui se produit, c'est que l'explosion d'immigration temporaire a été tellement énorme que le gouvernement était pris dans une contradiction entre le fait que les cibles officielles, la cible officielle d'immigration permanente était de 50 000, et vous comprenez qu'avec 600 000 immigrants temporaires qui étaient en résidence au Québec, et qu'il y a en moyenne 8 de cette population de résidents non permanents qui veut passer chaque année à l'immigration permanente, mais 8 de 600 000, ça fait 48 000. Alors, vous épuisez presque totalement toute votre, si vous utilisez si vous accueillez parfaitement ces immigrants temporaires-là qui veulent aller à l'immigration permanente, mais là, vous avez un gros problème parce que, étant donné que vous avez épuisé votre cible d'immigration permanente, il ne reste plus de place pour n'importe quelle entreprise au Québec d'aller chercher des immigrants à l'étranger, des immigrants permanents. Donc, je veux dire, oui, le gouvernement du Québec a imposé des contraintes. Il a dû ralentir le rythme auquel il permettait aux immigrants temporaires qui voulaient devenir permanents. Il voulait les ralentir afin de laisser la place aux immigrants en provenance de l'extérieur, évidemment. Et donc, il y avait cette contradiction-là entre la cible officielle et l'énorme afflux d'immigrants permanents, d'immigrants temporaires qui voulaient passer à la permanence. Et donc, oui, dans un sens, c'est une contradiction dans le comportement du gouvernement, mais c'est une contradiction qui vient d'une contradiction que la politique d'explosion migratoire a engendrée et qui était inattendue il y a quelque temps. Si vous permettez, professeur. Je m'excuse d'être aussi long, là. Non, mais j'ai une autre question pour vous. Dans un document que vous avez rédigé pour le ministère de l'Immigration en mai 2022 et qui s'intitule « La politique d'immigration fédérale expansive, conséquences pour le Canada et pour le Québec », vous avez écrit à la page 26 « Malheureusement, l'idée qu'une plus forte immigration peut aider à soulager les pénuries de main-d'œuvre parce qu'elle accroît la population en âge de travailler n'est rien d'autre qu'un gros sophisme de composition. Elle est basée sur une logique incomplète. » Mais après la pandémie, et corrigez-moi si je fais erreur, le gouvernement du Québec, comme le gouvernement du Canada, parce que le gouvernement du Québec contrôle une bonne partie de son immigration,
n'a-t-elle pas ouvert les vannes pour faire venir plein de travailleurs temporaires étrangers au Québec? Le gouvernement du Canada, oui, mais le gouvernement du Québec, pas mal moins. Dans le sens suivant, c'est que dans les programmes d'immigration temporaire, qui sont pour le travail, il y a deux gros programmes. Il y a le programme de mobilité internationale et le programme qu'on appelle des travailleurs étudiants étrangers, des travailleurs étrangers temporaires, PTET, puis le PMI. Le Québec ne contrôle rien sur le PMI, qui est le plus important des programmes, et qu'on, en partie, peut accepter ou non des personnes qui viennent par le programme de travailleurs étudiants temporaires. Alors, donc, oui, en partie, le Québec a accepté plus ou moins régulièrement les demandes qui provenaient des entreprises et des travailleurs. Il n'y a pas rejeté beaucoup de demandes. Oui, dans un sens, il aurait peut-être pu faire plus, mais globalement, c'est surtout Je dois la vous politique arrêter, fédérale professeur Fortin. Merci. Professeur Fortin, le temps file rapidement. Il reste 4 minutes et les 2 prochaines minutes sont accordées au député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Fortin. Écoutez, puisque j'ai très peu de temps, je vais aller directement avec une question sur la fameuse capacité d'accueil de la société québécoise, de l'immigration de façon générale. On l'utilise, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous comprenez quelle est votre définition plutôt de la capacité d'accueil du Québec par rapport à les flux migratoires au Québec? C'est d'avoir c'est d'être capable de bien mesurer ce que ça peut coûter de bien accueillir, de bien intégrer, de bien franciser un immigrant qui arrive. Le commissaire à la langue française, M. Dubreuil, par exemple, a indiqué que pour bien franciser les immigrants temporaires qui sont dans le système à l'heure actuelle, ça coûterait quelque chose comme 2,5 milliards de dollars. Alors, la capacité d'accueil, ce n'est pas un concept qui est filé. Ça dépend de l'argent que vous êtes capable et que vous désirez investir dans le système. Si on veut vraiment franciser les immigrants temporaires, bien, ça va nous coûter 2,5 milliards. Est-ce que vous voulez enlever 2,5 milliards dans le système d'éducation puis de santé, puis mettre ça dans l'intégration des immigrants? On a des choix à faire. Donc, la capacité d'accueil, ça dépend de l'argent que vous voulez investir dedans. Et ça dépend aussi du temps que ça prend pour tous les concitoyens de bien accueillir, de faire en sorte que nos concitoyens immigrants en viennent à bien comprendre et à aimer le Québec. Et pas seulement apprendre la langue, mais bien aimer le Québec. Et ça, c'est la raison pour laquelle je me suis fixé à 50 000 comme cible. Merci beaucoup, professeur Fortin. C'est parce que c'est sur le terrain. Les 2 minutes du député de Laurier-Dorion sont terminées, mais il en reste encore 2 autres que vous allez partager avec le député d'Arthabasca. La parole est à vous. Bonjour, M. Fortin. Merci, Mme la Présidente. Monsieur Fortin, j'y vais directement. Moi aussi, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aurais aimé ça vous entendre sur l'impact de cette augmentation importante de l'immigration permanente et temporaire des dernières années sur la cohésion sociale. Bien, la réponse que je peux vous donner, c'est celle que Kim Thuy nous a donnée, qui est une Québécoise qui est encore plus profondément québécoise que plusieurs d'entre nous. Alors, cette personne-là trouve que depuis 2 à 4 ans, je ne sais pas combien de temps, c'est plus compliqué, elle souffre beaucoup plus d'entendre des gens casser du sucre sur le dos des immigrants. Et elle a parfaitement raison. Mais ça s'explique c'est encore pire dans le reste du Canada qu'au Québec.
elle a parfaitement raison qu'il y a plus de gens qui cassent du sucre sur le dos des immigrants. Mais c'est justement la situation qu'on veut changer. Pourquoi nos gens sont contre l'immigration en plus grand nombre? C'est parce que il y a eu des conséquences économiques et sociales très graves sur l'économie et que ces conséquences-là doivent être inversées avec les propositions de modération qui sont faites. Monsieur Fortin, très rapidement, il nous reste 30 secondes. J'aimerais maintenant vous entendre sur l'impact de la cohésion sociale sur l'économie. Le lien, je sais que vous avez écrit là-dessus dans l'actualité, j'aurais aimé ça vous entendre rapidement là-dessus. La cohésion sociale, la confiance que les gens mettent les uns dans les autres, c'est un outil important de développement économique. Ça a été démontré, par exemple, par mes collègues français. Ils sont français, mais ils sont quand même bons, qui sont Yann Algan et Pierre Cahuc à Sciences Po à Paris. Et on a démontré que plus les gens se font confiance, plus il y a de cohésion sociale dans une économie, dans une société, plus le développement économique peut être meilleur. Merci beaucoup, Monsieur Fortin, professeur Fortin. Votre rapport à nos travaux est inestimable. Alors, je vous souhaite une bonne journée, mesdames et messieurs les élus. Je suspends les travaux jusqu'à 14 heures. Merci.